Voilà. Salut à tous. On va dire bel bonjour, bel bonsoir, maman. Que sont-ils devenus? Fidèles à votre émission du dimanche où on reçoit des artistes, où on reçoit des hommes politiques, où on reçoit tout ce que vous voulez, des syndicalistes, des sportifs, beaucoup de sportifs d'ailleurs, et évidemment des mémoires, des gens qui peuvent raconter, des gens qui ont une expérience de vie, qui ont eu un parcours de vie. Et aujourd'hui, on va retrouver un musicien, chanteur très connu. C'était l'époque du style jazz. Chez Marie, c'est pour lapider. Rappelez-vous bien. Mon maillot marin, bel bonjour. C'est monsieur Polo Bongis. Polo, bonjour. En créole, en français, comme tu veux. Bonjour Michel. C'est comme tu veux, c'est toi qui mène ton émission. Merci. Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs, aux Marinois, bien entendu, et puis à toute la Martinique. Merci. Voilà, alors le principe même de l'émission. Une personne, alors que sont-ils devenus, nous parlons pas mon après ce mot, des gens qui ont quand même, mais qui ont un parcours de vie. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est du vivant que l'on doit faire ce genre, que l'on doit prendre ce genre d'initiative. Oui, de mieux connaître ces artistes. Mieux connaître, et surtout ceux qui sont dans l'oubli. Il faut les faire ressurgir, on va dire. Alors, Polo Mongis, la famille Mongis, c'est originaire d'où exactement? Nous racines. Alors, sans être chauvin, je pense qu'elle est vraiment dans les racines de Campagne du Marin. De Campagne, tu as bien dit. Ah oui, notamment du Monde Gommier. Je ne sais pas si tu connais le Monde Gommier. Alors, on se trouve l'antenne de Monaca et tout ça, là. Sur les hauteurs, il y a un superbe point de vue. Donc, les Mongis, ma grand-mère était originaire du Monde Gommier, et puis, voilà, toute la lignée. Il y en a également à Rivière-Pilote, au Vauclin, au François, et quelques communes du Nord. Mais en tout cas, l'origine de cette famille, on est du sud de la Martinique. Le Monde Gommier. Monde Gommier. Tu revendiques ton identité rurale. Ou qu'estimer que c'est monde, on a dit monde la campagne, nous savons là où dit monde la campagne qui commence en golbo. Le problème c'est qu'on sera un artiste, on peut penser que cet artiste il est du beau. Moi j'ai grandi à Montgéral. Tu connais le quartier Montgéral? Non, expliquez, mais c'est toi, c'est ton émission. Oui. Alors Montgéral, c'est là où se situait à l'époque l'usine du Marin. Donc c'était vraiment l'usine, donc c'est bagaille la campagne. Au lieu d'histoire aussi. N'est-ce pas? Donc, où se trouve actuellement le centre commercial que tout le monde connaît. Donc, je ne vais pas citer de nom, bref. Donc, j'habitais effectivement en face de l'usine du Marin, des carnivores, les canbétiers, tout le bagaille. J'ai grandi là, à Montgéral. Et après, avec ma famille, ma maman notamment, on est allé habiter dans le bourg et après à la cité Diaka. Je revendique cité Diaka. On y arrive. Donc, on va, si tu veux recentrer ça, famille aisée, maman qui s'était... maman. Alors, je vais surtout parler de ma maman qui nous a élevés toute seule. Je suis issu d'une famille de 5 enfants. 5 enfants? Oui. Frères et sœurs, combien de filles? 2 garçons, 3 filles. 2 garçons, 3 filles. Alors, je suis le dernier, comme on dit. Ta maman, maman était couturière. C'était vraiment... à cette époque-là, on ne disait même pas que c'était sa profession. C'est quelqu'un qui cousait chez elle. Notamment, elle était employée chez le père de l'ancien maire Raymond Néris, au Marin. Elle était couturière chez ce monsieur. À l'époque, là, c'était les drills, les gros tissus, des choses comme ça. Donc, elle nous a élevés... un milieu, on va dire, humble quand même. Modeste, oui, je peux même dire, on va dire ça comme ça. Humble, modeste, je ne suis pas issu... Le pater, pas tellement pas... C'est toi, citat. Non, j'ai pas envie d'en parler. Ouais, voilà, bref. Personnellement, vous avez été élevés par la maman. Nous nous sommes élevés seuls avec maman. Elle nous a élevés seuls, sans papa. Et à l'enfance, tu as eu les valeurs quand même. Dis tout le monde bonjour. Qu'est-ce que tu racontes? Maman des mouna un guitare. Michel, tu as gardé ça. Je vais te dire, j'ai grandi chez ma grand-mère. Donc ma grand-mère, c'est elle qui m'a forgé dans tous les termes du mot. Vraiment. Et la maison de ma maman était à 10 mètres, mais c'est chez ma grand-mère que j'étais. Et ma maman n'avait pas son mot à dire. Ma grand-maman. Donc c'était à l'époque la messe, c'était le catéchisme, c'était la prière avant d'aller au lit, avant de manger, etc. Donc la rigueur de ma grand-mère, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et tout le monde au Marin savait, et c'est encore comment j'ai aimé cette femme, parce que c'est elle qui m'a tourné, qui m'a mis sur de bons rails. Ça ne veut pas dire que je serais voyou, c'est pas ça. Parce que ma maman veillait au grain quand même. Mais j'ai grandi chez ma grand-mère, c'est-à-dire que... Grand-maman qui a livré ça? Non, moi. Toi en particulier? J'étais le petit dernier, donc elle m'a pratiquement recueilli. La messe, ça de quelque vêpres. Tu as connu les vêpres? Ou t'es enfant de cœur, ouais? Non.
Les vêpres. Non, les vêpres, il fallait tenir la robe parce que mon tessi, j'étais un petit peu turbulent, mon cacou, il y a dans toute dans l'église, ben voilà. Donc la grand-mère, c'était ça. Alors le petit déjeuner le matin, le goûter après l'école, et c'était comme ça. Donc, bonjour à tout le monde. Fallait pas que quelqu'un vienne dire à ma grand-mère, ah ouais, tu choua. Non. Il m'est venu mal. Ouais, il pas dit moi bonjour, des choses comme ça. Fallait pas ça. Que tu aies raison ou pas, ta grand-mère te sermonnait, c'était comme ça. Alors, on avance, et tu m'as parlé de déplacement, scolarité primaire. Tu l'as faite où exactement? Au Marin. Au bout du Marin, en école. Quelle école? Tu te rappelles le nom de l'école? Alors, mon premier instituteur, c'était Monsieur Casimir Edmond. Je sais pas, tu connais les Edmond? Oui. Notamment Eric. Le coq. Exactement. Oui. Voilà. Donc, lui, ça a été mon tout premier instituteur. Mon premier instituteur, c'était M. Casimir Edmond. Donc, c'était un ancien militaire, c'était la rigueur personnifiée. Hein. Pas la fête là. Hein. Mais... Donc, primaire, c'est-à-dire au cours élémentaire, etc. Ensuite, j'en ai eu d'autres. Et puis, ensuite, on passe au collège, en secondaire. Oui, mais attends, on est toujours en scolaire là. Là où t'es petit l'école, justement, au Marin. Tu étais du genre bagarre ou t'es siré à l'école? Comme tout garçon. Très actif. On prenait des petits rendez-vous sur, on appelle, je ne sais pas si tu connais ce qui était devenu la Cocoterie. C'était le plateau du Fort. Le plateau du Fort. Donc, on prenait des rendez-vous pour aller faire des petits combats sur le plateau du Fort. Mais c'était bon enfant. Hein. Bon, c'est-à-dire aujourd'hui, je me bats avec Michel Timon. L'après-midi, nous a bien. On est réconciliés. C'était comme ça. Donc, mon enfance, c'était comme ça. Mais un petit détail qui a toute son importance, ou définit quoi comme en maman et la campagne au départ. Mais la mer, Marin, c'est la mer. Mais bien entendu. Mais non seulement la mer, avant la mer, il y avait la rivière. Parce que n'oubliez pas qu'il y avait l'usine. L'usine était alimentée par la fameuse rivière Manuel, que des gens ont peut-être oublié. Donc c'est là nous apprendre à nager. On allait pêcher des cribiches, du orco, tout ces bêtes-là, des accoupas, des choses comme ça. On a appris à nager là, parce qu'il y avait un... Est-ce que tu te rappelles, tu as vu le film Le pont de la rivière Kwai? Tu as vu ce film? On est en plein dedans. Hein. Bon, alors donc il y avait un pont métallique où à l'époque nous dégageons ça motocar. C'était une locomotive qui transportait les cannes du quartier Grand Fond. Donc la locomotive allait à Grand Fond, là où il y a une fameuse habitation maintenant là. Mais oui, parce que l'histoire, même l'insurrection du Sud commence à Grand Fond. Souvent, c'est mon a oublié ça. Les gens et c'est sur le territoire du Marin. Tout à fait. Voilà, Marin, rivière Pilote, c'était ça. Ouais. Donc, la locomotive arrivait. Le terminus, c'était vraiment Grand Fond. Et tous les coupeurs de canne, toutes les plantations étaient là. Donc, on remplissait les wagons de canne qui revenaient sur l'usine du Marin. Donc, on était sous le pont pour voir passer la locomotive et nous avons appris à nager là. Dans la rivière. Nous avons passé des journées là. Hein. Ensuite, il y avait effectivement le quai du Marin que tu connais, là, au bord de mer, en face du marché. Et ensuite, les grandes vacances arrivant, nous allions faire des... Letchette. Exactement. En Letchère. Le Marin, c'est une commune, puis après, bon, il y a la plage artificielle, on en va en parler tout à l'heure. Mais justement, à travers toute cette description, on voit que tu es quelqu'un d'actif. Ou tu es sportif, tu es quand même football, tu aimes jouer au football, mais tout partout, quoi. Comme tous les garçons du Marin. J'aurais pu, n'est-ce pas, continuer au football, mais j'avais un choix à faire. Tu as compris lequel? Entre le foot et la musique. Tu n'as même pas joué en cadet, minime, de ce machin-là? J'ai eu oui, surtout on a su, tu as connu au collège, on avait une belle équipe de footballeurs à l'époque. On rencontrait les collèges Lamentin, François Vauclin, le jeudi après-midi. C'était exactement le jeudi après-midi. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis après, bon, il fallait faire un choix. Alors, quand grandi, etc., tu as CM2, quoi passer, pas de problème, quand entrer, en sixième. Tu entres en sixième. Alors, tu descends en ville? Non. Toujours au collège du Marin, au CEG du Marin. CEG du Marin, à l'école, on appelait ça à l'école de garçons, parce qu'il y avait l'école de filles de l'autre côté, sur le plateau du Fort. Donc garçons et filles. Mais le collège était mixte à l'époque. À l'époque quand je suis entré au collège du Marin, donc en troisième, cinquième. Sixième, cinquième, troisième, etc. Jusqu'à la troisième, tu bascules au lycée. Donc tout ça, ça se passe toujours dans la même enceinte. Voilà, tu vois la place Joffre. Il y a eu après la CCIM et tout ça qui sont venus là.
Mais si le collège, c'était là. Et c'était dirigé par monsieur Raymond Néris et monsieur Hugues Desétages, etc., etc. Ouais. Donc, la scolarité, c'était au collège du Marin, école de garçons. Après, c'est devenu école mixte. Donc, filles et garçons mélangés. Jusqu'à la troisième. Jusqu'au collège, tu étais bon élève toujours. En tout cas... oui, peut-être. Ouais, j'étais pas si con que ça. Ouais, on va dire ça comme ça. Tu arrives en troisième et alors là, à partir du moment où les élèves de commune, ils s'orientaient vers Fort-de-France pour pouvoir arriver vers le second cycle, comme on va dire. Alors, tu as choisi quoi au départ? Tu voulais aller faire du technique, du littéraire, du qui sorte? Alors, en fait, je suis un littéraire de base. Fondamentalement, j'aime toujours lire. J'ai toujours été un littéraire. Mais je ne sais pas quel est ce choix qui a été fait par les instituteurs, les professeurs, les dirigeants de l'époque. Et comme je te disais, ma maman, c'était une femme très douce, très humble. Elle n'a pas été derrière pour dire non, stop, mon enfant ne peut pas aller en technique. Mais j'ai été basculé au lycée technique, alors que normalement, je devrais être au lycée Chelsea, qui avait on va dire une orientation plus littéraire. Je ne sais pas si je pense que c'est là que tu étais peut-être interne comme moi-même à l'époque. Exactement, oui. Donc c'était plus ça, mais bon, ça ne m'a pas empêché de poursuivre mon petit chemin, voilà. Ouais. Donc tu entres au lycée technique, seconde, etc. Oui. Et quelle option tu choisis? Quelle spécialité tu choisis? Eh ben, on m'a obligé à choisir le technique, mais j'ai toujours préféré les lettres. Tu vois? Mais tu te débrouilles bien quand même en technique, oui. On va dire ça comme ça. Puisque il faut avoir plusieurs cartes, plusieurs cordes à son arc. Donc tu arrives, etc. Tu arrives en terminale, tu passes ton bac au lycée technique. Oui. Et alors là, est-ce que tu as une ouverture d'esprit qui te dit, ah non, Polo, il faut démarrer plus gros que ça? Alors, je vais te dire, les études supérieures, c'était pas vraiment ce que je voulais. Mes parents ma maman ne pouvait probablement pas non plus. Donc, il a fallu travailler assez tôt. Je suis entré à la fonction publique assez tôt. Je devais avoir 22 ans, 23 ans. Et après tout ça, donc... Quand tu dis fonction publique, quoi exactement? Aux impôts, aux contributions indirectes. Ah, à l'époque, tu étais fonctionnaire des impôts, oui, mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'il fallait passer le concours interne. Et ce concours interne te permettait d'être muté directement en métropole. Alors qu'il y avait des postes vacants en Martinique. Moi, j'ai refusé. Alors, je peux te décrire la carrière. Ma mère était justement... Tu avais l'agent de recouvrement, le contrôleur et l'inspecteur, par ordre... C'est exactement ça. Tu es arrivé contrôleur ou tu es simple agent de recouvrement? Non, je suis resté auxiliaire parce que je devais passer le concours interne puisque j'avais le nombre d'années qui me permettait de le faire. Mais non, ils ont refusé. Ils m'ont dit non, faut passer le concours externe. Donc, comme tout le monde. Et quand tu passes ce concours externe, quel que soit, tu es muté, tu vas en métropole. Ouais. Alors, justement, tu es resté combien de temps dans les impôts? Tu as fait toute ta carrière? Non, pas du tout. Non. Je suis resté 6 ans. Ah ben 6 ans, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et après, je suis descendu sur Fort-de-France et là, j'ai entamé une carrière dans les assurances. Et j'ai fini ma carrière dedans en tant que conseiller de patrimoine. Tout simplement. Conseiller de patrimoine, mais c'est une belle carrière, ça, que ça doit montrer. Le niveau était assez élevé. Il fallait vraiment connaître son affaire. Hein. Wow. Tu ne vas pas raconter des blagues. Puis on travaillait, personnellement, je travaillais avec des experts comptables. La personne qui a suffisamment du bagage, on va dire, faut pas rediriger cette personne-là vers n'importe quoi en termes d'action, d'obligation. Attention. Hein. Donc tu as une carrière, tu es un fonctionnaire, nous disons ça, de toute façon tu es... Non, dans l'époque tu n'es pas fonctionnaire. Là, on était dans le privé. Dans le privé, oui. On était dans le privé. En tout cas, tu n'as pas à te plaindre, finalement tu as fait une carrière réussie, etc. Alors là, nous allons revenir un petit peu. Parce que là, on te présente comme un chanteur, comme un musicien, etc. Cette fibre musicale-là, à quel moment on découvert ça? Ça te vient d'où exactement? Je pensais qu'on allait commencer par là. Non, il faut... Alors, je suis clair et je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise, Michel. Et alors, j'ai grandi à Montgéral, comme je l'ai dit. Donc, tu reviens, flashback, oui. C'est pour ça, voilà. Donc, flashback. Je suis gamin, hein. J'avais un oncle, donc un cousin germain à ma maman, qui jouait de la clarinette et de la flûte. D'accord? Oui. Donc, ce monsieur... C'était un virtuose, il a appris un autodidacte, il jouait comme Stélio. Et ça m'avait toujours interpellé. Le gars avait une sonorité incroyable, mais qui s'ignorait lui-même, hein,
une sonorité incroyable, que ce soit de la flûte, que ce soit de la clarinette. Bois des bennes, de la fête. Et puis, je me dis, mais merde. C'est un voisin, c'est pas en famille, ouais, un voisin. Ah non, c'était un cousin à ma maman, c'était un monsieur Mongis. Et tu admires le monsieur on l'appelait Tonton Morin, il travaillait à l'usine. Ah. L'usine n'étant pas tellement loin de chez lui, après son cas, on va dire ça comme ça, il rentrait chez lui, clarinette. Et il me demandait toujours de l'accompagner. Ouais. Tu bois, qu'on fait tout pour avoir le tempo. Je dis, mais c'est incroyable. Et il a trouvé que j'avais déjà cette fibre en moi. Mais moi, je l'accompagnais comme ça. Et mon vieux, il y avait très peu de gens qui possédaient les radios. Tu te rappelles les ondes courtes, Galène, etc. Les ondes courtes, voilà. Et il avait chez lui un poste en Sonia. C'était la marque en Sonia. Donc, radio, Cubana, tout ça, nous on écoutait toute la journée ce genre de musique. Margarita. Voilà. Et puis, j'ai une information à te donner. Est-ce que tu te rappelles Ernest Eustache? Oui. Bah, très bien. Ernest, c'est ton pote. Ouais. Vous étiez au lycée ensemble. Eh bien, Ernest a fondé ensuite les pédagogues à Paris. Mais avant, les Maxi 20. Donc, son père, M. Georges Eustache, que tu connais également, c'était pas... Maître Georges. Maître Georges. Ah ben voilà, tu es bien informé. Maître Georges, il avait son groupe déjà à Montgéral. Dans un petit salon, à Faïko, il avait son groupe qui s'appelait Estrelita. Donc j'étais encore gamin, je devais avoir aussi 7 ans. Là, je l'ai remonté. Et plus j'entendais, plus je sentais qu'il y avait quelque chose à faire dans la musique. Donc j'allais regarder et écouter les répétitions. J'avais jamais vu ce qu'on appelle une batterie, ni une trompette, ni un saxo, ni des congas, il y avait même pas de basse à l'époque. Ce qu'on appelle aujourd'hui guitare. Pas tenir ça. C'était guitare, chant et puis cuivre. Donc 2 trompettes, 2 sax. Je dis, mais c'est incroyable. Donc, il y avait quelque chose qui sortait. Et ça m'avait émerveillé de voir. Et M. Fernand Donatien, c'était pratiquement le mentor, on va dire ça. Parce qu'il enseignait la musique aux marins déjà. Oui, je rappelle pour les téléspectateurs, Fernand Donatien. Souvent, des fois, on parle de lui, mais Fernand Donatien est un homme très connu au marin. Il a beaucoup fait également. Il a résidé au marin et c'est lui qui a formé tous ces gens-là. Ah ouais, c'est lui qui bat entre l'alto et le ténor, des choses comme ça. Hein. La rythmique, les harmonies, c'est ce monsieur Fernand Donatien. J'étais gamin, mais bon, tu sais, tu n'oublies pas ces choses-là. Donc, pour continuer le cursus. Tu grandis, voilà, tu comprends certaines choses, tu dis, mais c'est joli ça, le batteur, la batterie, le chant, des choses comme ça. Et puis j'avais un grand frère, l'aîné de la famille, qui jouait de l'accordéon. Le gars jouait les morceaux de Nemo Jean-Baptiste, là, comme ça, c'est écrit, hein. Mais lui, il n'a pas fait longtemps. Toutes ces bêtes, les anciens morceaux de Nemo Jean-Baptiste. Donc il était à la maison, il jouait. Mais gauche qui a accompagné, tu sais, là. Et puis ce gars-là aimait la musique. Et il est parti au service militaire à Balata, à l'époque. Et Bougaté qui a remonté au marin, le gars portait. Je ne sais pas comment ça s'appelait, les tubas, l'espèce de gros truc là que la fanfare utilise. Mais oui, un hélicon. L'hélicon. Ouais. Le gars, on lui permettait de venir le week-end. Ouais. Et Bougaté, avec sa partition, je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est après que j'ai compris qu'il était en train de lire ce qu'il jouait. Tu connaissais ces notes? Les notes. Non, le gars connaissait ces notes. Oui, il y a beaucoup de gens du marin qui ne savent pas ça, mais moi je le dis aujourd'hui parce que c'était... une reconnaissance, quoi. Ouais. Oui, j'avais cet hommage à lui rendre. Donc, il m'a inculqué cet amour de la musique. Sans peut-être même le savoir. Hein. Ouais. Et après, j'ai grandi dedans. J'ai trempé dedans à Montgéral avec M. Georges Eustache qui a fondé son groupe après. El Nuevo Combo, qui est devenu après Ambiance Jazz. Ambiance Jazz, l'ancêtre de Steve Jazz. Exactement. L'ancêtre de Maxi 20 aussi. Ouais. Exactement. Alors là, on va demander à Manuel, est-ce qu'il y a des photos d'époque où on peut voir, par exemple là, regarde le témoin. Par exemple, là, je suis dans le groupe... J'avais 30 ans. Je suis dans le groupe Magma que j'avais intégré en 1980. On va arriver sur Magma tout à l'heure. Oui. Là, c'est encore Magma, non? Encore Magma, oui. Oui. Tout à fait. Parce qu'il a fait plusieurs groupes. Tu peux tourner encore. Là, c'est Style Jazz. Avec mon ami Sico, exactement. Alors, je précise que le musicien que vous voyez aux côtés de Polo, c'est Sico. Et Sico qui nous a quittés,
qui étaient flûtistes, qui étaient des chanteurs. Il a même Tromboniste. joué des Saint-Pierre. Tromboniste également. Ouais. 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 Le style jazz. Alors là, tu as vu le PST acheter ça, donc à cette photo. Justement, les Maxi 20, on y arrive petit à petit. Oui. Alors, la bande de copains se retrouve un peu plus On va dire, oui, on a élargi. dans les années 65-70. Alors, Maxi 20, on a commencé vraiment en 1968. On était au lycée, hein, 1968. Ah, oui, lycée technique, on va encore descendre tous les samedis, répétition. Exactement. Après, tu es interne, donc tu prends le bus, tu prends le taxi, tu rentres chez toi l'après-midi, voilà. Donc, les Maxi 20, en fait, c'est une bande de copains, d'abord de cousins, frères, c'était vraiment ça. Il y a des liens de parenté entre tous les Ah oui, notamment Jean-Pierre Fournier. Comme Ernest, c'est famille aussi. Ernest, c'est mon cousin germain. Jean-Pierre Fournier. Là, on va pas demander le bail, là. Ouais. Ben oui. Jean-Pierre Fournier, qui était le lead vocal, c'était mon frère. Le chanteur qui était avec Sico, devant. Moi, j'étais à la batterie derrière, je faisais les chœurs. Et puis Gérard Manuel au clavier. Gérard Manuel. Mais qui était au lycée avec camarade, mais oui, voilà. camarade. Qui était au clavier. Son frère Claude, c'était le chef d'orchestre à la guitare. N'est-ce pas? Yvon Modestin, toujours c'est la famille, qui était à la basse. Max Francillette, qui faisait des congas, c'était mon cousin Germain. Omer Francillette, son grand frère, cousin Germain. Je ne veux pas oublier qui que ce soit. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. Et puis Ernest, qui était saxophoniste voilà, du groupe. Ça, c'est vraiment les Maxi 20. Alors, le groupe s'affirme, mais il y a une période qui est très importante dans ton histoire personnelle. Le Club Med, à ce moment-là, ouvre. Il y a des fois, nous avons un jeune orchestre de la localité. L'expérience du Club Med, je traité au moins 2 ou 3 ans là, ça, facilement. c'est extraordinaire. Alors, le Club Med, l'histoire du Club Med, bon, il va falloir que je remonte dans le temps. Non, mais on a Merci, Michel. Non, c'est-à-dire que tu es un très bon journaliste, ça c'est bien. Tu as des dates extraordinaires. Alors, les Maxi 20, donc, on a monté le groupe, ça sonne. Et on avait notre impresario, le docteur Sofano. Oui. Qui était vraiment notre impresario. Impliqué dans la vie sportive, dans la vie tout le temps. Ah oui, politique. Un acteur. Maire de Rivière-Pilote, directeur de l'hôpital du Marin, président de l'Olympique du Marin, etc., etc. Donc, pourquoi faire Michel? Donc, en fait, il prend le groupe en main. Il prend le groupe en main. Il a investi. Parce que nous, on jouait sur les instruments de El Nuevo Combo, d'ambiance jazz. Nous dégageons ces instruments-là. On n'avait pas d'instrument. Pas tenir ampli, mais non, on n'avait pas ça. Claude, mon cousin, qui avait un petit ampli à l'ENSA, à lampe, mais on n'avait pas de basse, j'avais même pas de batterie à l'époque. Et je vais te raconter une anecdote avant de parler du Club Med. J'étais interne au lycée. Donc je reviens sur le Marin samedi après-midi. Ouais. En répétition, donc tout le monde est là. J'ouvre, les gars sont déjà là. Donc, quelle a été ma surprise? J'arrive, je vois une superbe batterie blanche. Nacré. Mais je te jure, j'avais quoi? J'avais 17 ans. 17, 18 ans. Bien installé, bien monté avec des cymbales à droite à gauche. C'était une Ludwig, la marque Ludwig. Non seulement j'étais émerveillé, mais c'est pas en laisse, ça m'a réjoui, tu vois. J'avais jamais vu ça d'aussi près, une belle batterie. Mais toute neuve, que le docteur Sofano avait commandé en Allemagne. Donc, c'est arrivé en bas. J'avais même peur de taper dessus, tellement c'était beau. Donc, on a commencé par là. Et le Club Med. Et il a amené des amplis aussi pour tout le monde, enfin. Tout le matériel. Je peux citer les marques Fender et tout ça. Oui, c'est des bagarres. Voilà, Fender et tout ça, basse, guitare, piano, c'était Fender. Bah, très professionnel, c'est des grandes marques qui sont là. Farfisa, clavier. Piano, clavier, Farfisa, etc. Et puis, on avait une superbe sonorisation que les gens nous enviaient énormément. C'était la marque Davoli. Tu vois, des grosses enceintes, les léopards. Exactement. Et puis, donc, le Club Med est arrivé en Martinique et a ouvert en 1969, lors de la fermeture de l'usine du Marin. Et presque tous les ouvriers de l'usine du Marin ont été recrutés au Club Med. Beaucoup de gens ne savent pas. Réembauchés, femmes, hommes, hein. Donc, il fallait des gens à la cuisine, des gens dans la maintenance, et puis voilà, Club Med. Et nous, on jouait déjà suffisamment bien. Le directeur du Club Med nous a recrutés pour que nous soyons l'orchestre de base du Club Med. Voilà, attitré du Club Med. Donc, l'orchestre entier, attitré. Pas une personne d'autre qui a venu là. Les Maxi 20 qui sont là. Mais le Club Med avait aussi son orchestre de base qui était des Européens. D'accord ?
des blancs, superbe structure. Et nous, on jouait le samedi soir avec le groupe folklorique martiniquais, le samedi soir. Monsieur Loulou Bois la ville. Alors, c'est très, très, très important. Donc, ce que tu veux dire, Polo, je t'ai pratiquement le sens professionnel. Parce que là, vous étiez la rigueur. Professionnel. Ah oui, non seulement tu devais... Tenu, maxi, ton belle veste fleurie. Ah non, je n'aurais même plus la porter pour toi, la fameuse veste que... Est-ce qu'il y a des photos, si on peut balancer des photos de l'époque, tu avais emmené des photos de cette époque-là, Maxi 20, je suis pas sûr. Tu nous passes quelques photos, on va commenter au fur et à mesure. Mais, rigueur professionnelle, répertoire... Et là, vous commencez à enregistrer, vous êtes en studio à ce moment-là. Eh bien voilà, donc on arrive au Club Men, on arrive là le samedi soir. Il faut être là très tôt pour faire la balance. Très tôt pour faire la balance. Parce que devant toi, il y a toute la clientèle européenne qui est là, hein, américaine, chinoise, toute bagaille. Vous étiez joué dans le restaurant? On jouait, oui, on avait un très grand podium, il y avait des rideaux et tout ça. Alors lorsque l'heure arrive, rideau, tac, et puis paf, musique. Puis les gens dansaient, incroyable. Je vais te raconter. Tu connais l'acteur américain qui était très grand là, enfin très grand américain. Et bien ce gars-là, Gilbert Bécaud, ce sont des gens qui venaient là, qui venaient jouer avec nous, qui dansaient, qui s'amusaient. Ouais. Jacques Palance, monsieur Jacques Palance était venu. Western. Oui, qui était venu au Club Med, qui était avec nous. On a fait des photos, on a joué au basket ensemble. Donc tout ça pour te dire que c'était la rigueur. Et puis, je ne sais pas si c'était à l'époque du Hit Parade. Le Hit Parade, oui. Madame Wallaranti. Madame et monsieur Wallaranti sont venus vers nous et ils nous ont demandé d'enregistrer. On n'était pas... à cette époque-là, on ne composait pas, hein, Michel, hein? Mais on ne composait pas vraiment, on était plus interprété Françaisis de Carrefour et tout ce qui s'ensuit, les Marilou que tu connais. Donc, on est amené à passer, et non pas au studio, il n'y avait pas encore vraiment de studio en Martinique. Oui. Nous sommes invités à enregistrer notre premier album en 1970. Déjà les grandes vacances, en 70. Et on est allé à la Cocoterie, parce que la Cocoterie était déjà sur pied. Hein. Ouais. Et puis on est dans des conditions de bal. On est dans des conditions de bal, on est sur le podium. Ça se faisait un dimanche matin, après la messe. Ouais. Donc, on dit, c'est pas ça. Nous, quand je musique, on enregistre. Donc, monsieur, je ne sais pas si tu te rappelles. Même pas. Sibrélis, oui. Roger. Ouais. C'est lui il était technicien à RFO aussi. Il était technicien à RFO. Le gars, il montait avec un petit magnétophone, 2 pistes, 2 ou 6 pistes, je ne me rappelle plus. Un petit bail, voilà. Pour enregistrer 9 musiciens. Combien il va faire? Eh bien, mon vieux, on a eu le résultat que tout le monde connaît. On a enregistré ça dans les conditions de bal. Et le public était là, c'était chute. Parce que celui qui parlait, mais qui toussait, on était obligé de recommencer à zéro. Par exemple, les chœurs. Les gens, maintenant je raconte ça. Les chœurs, ça se faisait 4 chœurs en live. Au même moment. Hein. En live. C'est pas il n'y avait pas première, seconde, tierce, l'un après l'autre. C'est la deuxième piste. Tout le monde, on faisait les chœurs en même temps. Donc, et ça sonnait, le maxi 20? Oui, ça sonnait pas mal. Donc, c'est pour te dire que ça a duré presque toute la journée, parce qu'il y avait forcément des petites erreurs qui provenaient peut-être même du technicien, qui s'était pas trop... Parce que le gars, il venait avec 2 micros, c'est tout. Hein. Et puis, il capant tout le balai, là. C'était incroyable. Donc, les chanteurs avaient leur micro, le batteur n'avait pas de micro, mais c'était un truc... c'était même pas unidirectionnel, c'était vraiment un truc de masse. Et ça a donné... On avait enregistré nos... Vous avez fait combien de Maxi 20 en album? 2 albums. En tout cas, le premier, il avait cartonné, je me rappelle. Cartonné. C'était Petits Oiseaux, et puis Marilou. Alors là. Et puis la fameuse Begin, Vacances de Rubert Sico. Alors là, on continue. Là, on est en pleine musique, là, maintenant. Alors, de Maxi 20 à C-Jazz, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors, comment ça s'est... Alors, entre-temps, il a fallu trouver son chemin professionnel. Je parle des Maxi 20. On est jeune, mais il faut assurer. Pour l'avenir, mais oui. Il faut regarder l'avenir. Les parents sont derrière. Il y avait une certaine rigueur. Tu ne faisais pas n'importe quoi. Donc, mais la musique, c'est bien beau, mais et après, qu'est-ce que tu comptes faire? Donc, chacun de nous, on a choisi une voie. Et puis, n'oublie pas aussi qu'il y avait le service militaire. Donc, il y avait quand même une petite interruption.
Celui-là est parti en Guyane, au camp du Tigre. L'autre est parti dans le Var, à Fréjus, enfin des endroits comme ça. Ernest est parti à Montélimar. Tu sais, ça revient. Donc, il a fallu faire un choix professionnel. Donc, certains sont partis là-bas pour leur avenir. Moi, je suis resté ici. Et ça a carrément provoqué la dissolution du groupe. Ça, c'est Maxi 20. Mais le style jazz commençait déjà à jouer pendant que les Maxi jouaient. Donc, c'est en 1900... Non. Les Maxi 20 avaient déjà complètement disparu. Donc, style jazz jouait déjà. Ça se passe en 1973. Et j'ai intégré le groupe style jazz en 1974. Voilà, alors on va préciser pour les gens que jusqu'à maintenant, tu étais batteur, mais là, dans le style jazz, on va découvrir un auteur, compositeur, interprète. Là, tu as pris une autre dimension dans le style jazz, là, maintenant. Exactement. Ouais. Les gars m'ont recruté en tant que chanteur, et parce que je chantais pas tellement que ça dans Maxi, j'étais plus choriste. Ouais. Et comme Mawa, chant, chœur, et batterie, chœur. Et puis, c'était aussi le côté, on va dire, discipline. Ouais. Tu sais, quand tu es jeune, tu as 17 ans, tu joues, mais tu es un petit peu ballotté à droite, à gauche. Il fallait une certaine rigueur et puis d'expérience, on va dire ça comme ça. Donc, ils m'ont recruté avec plaisir. J'ai dit oui, je suis entré dans ce groupe. Et j'avais déjà dans ma tête chez moi... Ah ouais, tu écrivais déjà les morceaux? J'avais déjà des textes, même déjà à l'internat, hein, Michel. Hein. J'avais déjà écrit... Angela, par exemple, c'est depuis l'internat que j'ai écrit ça. J'avais jamais mis en musique. Ouais. Tu vois? Et puis, donc, j'ai proposé mes premières compositions à ce groupe-là. On avait fait le premier enregistrement avec, comme tu dis, Claude... Toujours, oui. Claude Monteil, non? Oui, il me semble. Si je me mais trompe. toujours il parle, produit par le parle toujours. Même pas. C'était le frère de M. Nayarado qui avait promis. Je l'aime. Oui. Je l'aime, qui était producteur à l'époque. C'est lui qui avait produit le premier style jazz. L'album bleu, c'est dommage que je n'ai pas... Et puis, donc, ensuite, Jackie Nayarado ayant été mis au courant de l'existence de ce groupe. Oui, parce que ça commence à cantonner la style jazz. Exactement. Et la société 3A produisait déjà les orchestres de la Guadeloupe, Viking et puis les orchestres de la Dominique. Oui. Surtout. Et Graham Max, Bilomen, Black Affairs, toutes ces bêtes, voilà. Et puis des orchestres comme les Vikings de la Guadeloupe, Typical Combo et tout le reste. Et nous, en Martinique, c'était à l'époque de Selecta, Léopard et tout ça. Donc, Société 3A a produit l'album. Jackie Nayarado. Là, c'est Jackie. Et puis, donc, on est entré au studio et le technicien, c'était Robert Denis, qui sortait de Haïti pour venir enregistrer. Il ne faisait pas que style jazz, il profitait pour faire au moins 3 albums pendant les grandes vacances. Je me rappelle de cette époque, c'était à Desrochers. À Desrochers, chez le père Malmain. Voilà, chez le père Malmain. Et il venait, Robert Denis venait, Bob. Il avait dit Bob. On l'appelait Bob. Et il venait, technicien de haut niveau, attention. Hein. Très haut à niveau. New York, c'est un beau qui Ah oui, très connu. Alors, le groupe style jazz grandit, les paillotes se développent. On va parler des paillotes tout à l'heure, du ballon olympique, tout ça. mais, le groupe style jazz grandit. Et, alors là, la bombe, carrément, c'est le morceau Chien Marie. Raconte-moi l'histoire de ce morceau-là. Comment ça s'est passé? Tu es auteur, tu es compositeur de Chien Marie? Oui. Ouais. Explique-moi ça. Alors, auteur-compositeur. Alors, c'est tout bête. Tu sais, ma maman et moi, on était très fusionnels. Hein, très, très fusionnels. Maman avait toujours des anecdotes, ou bien les grands monde toujours avoir un bagaille-bar, quoi. C'est-à-dire un proverbe, ou bien un dicton, tout comme ça. Et puis, je revenais d'un bal, avec style jazz, tout ça. Je suis fatigué, envie de dormir. Et puis elle me dit, est-ce que tu peux aller m'acheter un bidon de gaz? Michel, je suis fatigué, je sors au Tête du Nord. Le gaz est fini. J'ai la voiture, il n'y a personne d'autre que moi qui puisse aller le chercher, ce fameux bidon de gaz. Je dis, maman, je vais faire ça tout à l'heure, laisse-moi dormir. Et puis elle a lancé le mot. De toute façon, chez Marie, c'est pour lapider. J'ai rien dit à ma maman. J'ai rien demandé comme... J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il dit là? Ça veut dire qui ça? Puis finalement, je suis allé lui chercher le bidon de gaz que j'ai monté. J'ai dit, maman, ça voulait dire quoi? J'ai dit, mais réfléchis un peu. Oui, ça qui vous fait travailler. Alors, mon gars doit aller acheter gaz de la main, tu me dis non, tu es fatigué. Voilà.
De toute façon, j'ai marié, c'est pour la vie. Et puis ça a fait un tour dans ma tête. Eh bien, mon gars, dans la journée, j'ai pris ma plume, mon papier, j'ai commencé. Et tu trouvais les deux en même temps, mélodie et... Je vais être franc avec toi. J'ai eu l'impression que ce jour-là, ça a été une inspiration divine. Dans tous les... Deux traits, on fait tout bien la flamme. Je te dis, pour moi, j'ai un âge aujourd'hui, pour moi, je considère que c'était une inspiration divine. Pourquoi? Parce que non seulement le texte, j'ai trouvé les mots qu'il fallait. Dans la vie, il faut ni courage, possibilité, tout ça qui est triste, tout ça qui a fait plaisir, etc. Donc ça n'y coulé. J'ai pris ma guitare, j'avais un petit instrument qui s'appelait le Mélodica. J'ai écrit la musique et le texte, je pense, dans la même journée. Mais évidemment, tu peaufines, hein, tu enlèves un mot. Si un mot est trop dur, tu l'enlèves. S'il n'est pas assez fort, tu le remplaces. Et puis ça a donné ça. Donc on répétait près de l'école, je parle de Syldiaz, hein, on répétait près de l'école de filles à l'époque. Et on était en train, M. Nayaradoun, la société 3A, nous avait proposé un album pour les grandes vacances. Donc, quand le producteur te propose ceci, tu es obligé, si tu veux, d'avoir au moins un tube sur l'album. Parce que tu composes. Ah non, mais sur cet album-là, il y avait au moins 3 tubes, 3 ou 4 tubes, enfin, on va voir après, mais le schéma, jusqu'à maintenant, c'est un des plus gros tubes avec Léopard. On a connu de l'eau, mais le schéma, attention, c'est un bail dangereux là. Paraît-il que c'est intemporel, j'en sais rien. Mais en tout cas, gens jouent ça toujours, oui. Jusqu'à maintenant, toutes les radios, mais beaucoup de mais je le joue dans la période des fois. Voilà. Alors, donc, j'ai donné à chacun le truc, voilà. Pas de partition, mais en tout cas, voilà, monsieur, on va faire ça, la mélodie, tout ça. Donc, on répétait par section à l'époque, hein. La section rythmique d'abord, la section percussion après. Ah bon, vous aviez déjà cette habitude-là? Parce que moi, comme c'est Marie-Alphonsine, qui t'a imposé. Ah, mais non, on faisait déjà ça en Syldiaz. C'est pour ça que je n'aime pas trop. Je laisse les gens parler. Mais on faisait ça en 74, 75. On faisait ça déjà. Donc, on répétait par section. Donc, ça veut dire que le batteur ne sait même pas ce qui se passe. Les percussions, le sax, les épaules n'étaient même pas encore au courant de ce qui se passait. Parce que je venais dans la salle avec ma rythmique, ma section rythmique. C'est-à-dire clavier, basse, guitare, on a répété comme ça. Même pas les chœurs n'étaient pas encore en place. Et c'est comme ça que lorsque tout le monde, les gars me disent, et tu tiré ça? Ah non, mais personnellement, Mandou, ça m'a marqué ce morceau-là parce que je te dis jusqu'à maintenant le joue. Mais ma question, parce que l'improvisation aussi, tu vois, comme dans la Perfecta, par exemple, tu as l'improvisation de la divinité, l'improvisation de Chemaré, il sortit un cerveau ou bien c'est les épaules qui touchent ça? Les épaules. Ah ben, alors, il faut là-bas. Mais je ne peux pas. Je lui ai simplement donné l'intro et puis la coda. Mais au milieu du morceau, l'intro, tu laisses le gars voyager. C'est une improvisation. Tout ça, c'est inspiration divine. Mais le succès du morceau, c'est l'improvisation, j'en vois le pourtant. C'est le solo des épaules. Et puis la sonorité que le gars avait. Robert Denis, au studio, n'en revenait pas. Robert m'a appelé, mais pour l'attendre. Il est haïtien, il est né en Haïti. Il m'a dit haïtien, Robert Denis ne voulait pas comprendre que les épaules, Claude Louis Joseph, que je salue bien, était originaire du Marin et s'est formé tout seul. Sans envier ça que aux épaules trappées, grand frère qui était là, il l'a joué tout seul. Lorsque nous sommes arrivés au studio, Robert Denis, qui a déjà côtoyé. Évidemment. Quand même. À New York, tout partout, c'était monsieur. Pour de monsieur à toutes ces baguettes. Le gars connaît. Le gars dit, mais non, c'est pas possible. Lorsque Zépol a fait cette improvisation-là, Zépol, lui, a trouvé qu'il pouvait faire mieux. Robert Denis a dit, tu touches pas à ça. Quittez ça là. On laisse ça là. Si tu veux, ouais, joue, mais ça, je n'efface pas ça. Et puis ça a donné ça. Les chœurs, c'était pareil. Quand j'ai chanté, Robert m'a dit, non, c'est trop beau. Rechante pour moi, s'il te plaît. Et moi, je pensais que je n'allais pas faire mieux. C'est le premier jet, en général. C'est le premier jet c'est très important. Est-ce qu'il y a des photos d'époque là? On peut quand même voir des photos parce que tout à l'heure, nous allons arriver dans une séquence où on va voir des pochettes. Et alors, des pochettes qu'on a rassemblées. Donc, Chemaré, etc. Et sur le même album, tu avais quand même d'autres tubes. Il y avait Maria. Ouais. Il y avait La Paix, il y avait pas mal de... Mais je ne suis pas seul auteur-compositeur du groupe, hein, Michel, il faut le signaler. Tu as Luc Trim qui compose très bien, qui a notamment Tichou. Tu as Gilbert Mirand, frère moi,
paix à son âme, Oui, qui oui, composait Gilbert, ouais. Gilbert. Et puis d'autres, il y avait docteur Philippe Varsovie qui nous avait rejoint entre-temps, qui avait une dextérité à la guitare qui était extraordinaire, Robert Vaubon et tout ça. Il y avait d'autres compositeurs dans le groupe, c'est sûr. Voilà, donc ça c'est l'époque du style jazz. Et alors là, la carrière de Paul Mongis ne s'arrête pas là, parce qu'il y aura d'autres expériences. Et notamment, alors là, on va commencer à parler d'un autre groupe. Alors, style jazz termine. Tu peux nous montrer également, hein, toi de ton côté, chacun. Et on arrive sur l'époque Magma. Alors, pendant que tu montes, tu peux parler en même temps. Alors, Magma, c'est ta deuxième... Tu as pas eu ton mot pratiquement. Disons l'un dans l'autre, ouais. Une fois la dissolution de style jazz, les musiciens de Magma, que je ne connaissais pas vraiment, sont venus vers moi pour me dire qu'ils ont besoin d'un deuxième chanteur pour suppléer Dédé Laoussé, qui était le seul chanteur, le seul lead vocal du groupe. Donc je ne connaissais pas ces gars-là, mon gars. Il n'y avait que le chef d'orchestre qui était avec moi au lycée, Eugène Eric, qui était le chef d'orchestre trompettiste. Donc j'ai dit oui, et il répétait à Ducos chez François Pignol. Oui. François Pignol, donc. François, oui. On va arriver là-dessus. C'est là qu'on répétait. À ma première répétition, donc j'ai dû me présenter à tout le monde, Michel. Donc je ne connaissais pas vraiment les gars. Mais ces gars-là me connaissaient parce que Sylvias jouait partout, ils me connaissaient. Donc présenter, non. Alors je pensais que c'était simplement une présentation. Non. Ton micro est déjà là. Vous en travaillez. Alors on va quand même. Alors il y avait Rico Loza. Mesdames et messieurs, vous vous souvenez de Rico Loza qui nous a quittés dernièrement, François Pignol, Charles Sauron, Éric Renette, André Duvigny-Laoussé, Dédé Laoussé, Paul-Émile Mongis, André Nicolas, Jean-Baptiste Lambert, Jean-Claude de Rosana, Émile Laplume, Gabriel Simon, etc., Désiré. Mais dans le cadre de Magma, on laisse un petit peu la commune du Marin, là nous à Ducos. On est déjà à Ducos. Alors on vient de Ducos, quoi. Pratiquement. Bon, tu sais, le pays n'est pas bien grand. Et puis quand ils a joué, c'était l'effervescence. C'était d'autant plus qu'il y avait un dancing à Mont-Nevers, Ducos. Dancing Palace, M. Pignol. Monsieur Pignol, donc c'était l'oncle de François. Donc ces gars-là connaissaient déjà Sylvias. Donc, j'ai intégré le groupe avec énormément de joie. Et puis, j'étais à la limite honoré parce que ces gars-là sonnaient déjà. Ils avaient déjà sorti le premier album, là. Martinique Sensationnelle. Oui. Qu'avait produit Verdier. Je vais faire une petite pause. Le Magma était tellement important que pendant le carnaval, on les avait mis sur un char. Je ne sais pas si on va retrouver ces photos. Avec Kassav. C'est quelque chose. Les gens oublient. On était avec Kassav et tous ces. Simon Jurade et tout ça. Donc voilà, donc j'ai intégré ce groupe-là et on a fait pas mal d'albums dans ce groupe-là. Et c'était la rigueur. C'est toujours ce que j'aime, la discipline et la rigueur. Donc André et moi, Laoussé et moi, on avait une certaine complicité dans le choix des mélodies. Et ça se passait bien à travers, parce qu'il y avait énormément de très bons compositeurs dans le groupe Magma. Même Rico composait aussi. Rico composait. Rico Loza. Rico, il attend nous. Donc voilà. Donc c'était une belle expérience également. Très belle expérience. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec Style Jazz, parce que là, j'intègre un groupe qui avait déjà des cuivres. Qui avait déjà des cuivres, bon, etc. Mais par exemple, je revois un morceau comme Angela. Tu l'as fait avec Style Jazz, on dit que tu l'as fait avec Magma. Non. Tu n'as pas une version Angela avec Magma également? Alors, je vois de quoi tu veux parler. Angela, je l'ai fait uniquement avec Style Jazz, d'accord? Et c'est Tendresse que j'ai repris avec Magma. Mais l'original même, c'est avec Style Jazz. Avec Style Jazz. Et quand je suis entré dans le groupe Magma, j'ai fait des arrangements dessus avec les cuivres. Et puis j'ai porté une touche un petit peu plus moderne, dans les chœurs notamment, avec le groupe Magma. Mais Polo, justement, dans Magma, vous avez été chez Marie aussi? Non, justement, c'était pas le Magma, c'était tout. Autrement dit, le style jazz cassé, chez Marie, c'est d'autres groupes qui ça, c'est fini. Oui, c'était ça. En plus, c'est ce qu'il est auteur-compositeur. Alors, ma pacaille, il faut une indiscrétion, c'est comme Magma. Mais on doit toucher en belle là. Les morceaux à la chez Marie, j'avoue. Mais c'est de l'or. J'avoue que l'assassin m'a bien rémunéré dessus. J'ai pas honte. Mais entre-temps, on a grandi, un petit coucou à tes. Tu as eu 2 filles entre-temps, qui j'avais.
Ah oui, oui, mes filles, que j'embrasse bien fort, bien évidemment. J'ai 2 filles. Tu sais, des gens pensent que tu es musicien, tu es... voilà. En bohème, quoi. Ouais, non. Je n'ai que 2 filles. Hein. Ouais. Donc, Katia qui... Au sourire, là, déjà, des filles déclarées. Reconnu surtout, c'est important. Oui, Katia qui est à Bordeaux et puis Amandine qui est au Canada. Voilà. Donc, tu tournes avec Magma, effectivement, ça marche. Alors là, qu'il me soit permis avec toi d'évoquer, parce que maintenant, on peut constater, on est dans une époque où la musique a changé, tout le monde est en studio, ou qu'à chanter phonie en logiciel, qu'à rectifier voix. Est-ce que tu as eu affaire à ce... Parce que là, on va voir dans quelques secondes un clip que tu as sorti. Oui. Est-ce que tu as utilisé tous ces moyens là où on entre en studio pour te faire ton album personnel? Alors, quand j'ai fait mon album personnel en 2008, c'était José Versol, que je salue, qui avait produit cet album. Qui a produit l'album, ouais. C'est un album très riche en arrangements avec Philippe Joseph et autres. Et donc, c'était une section de cuivre. C'était les cuivres de Tony Chasseur. Le Big Band, là, ouais. Caracas à la basse, José Dibina à la batterie, des choristes comme Pénon, Modma, c'était une excellente expérience. Distribution, on va dire, oui. C'était incroyable. Qualité. Une grosse machine qu'on avait enregistrée chez Eureka, studio Charpentier. Ouais. C'était pour moi quelque chose d'incroyable, de voir des cuivres qui sonnent comme ça, incroyable. Et puis moi, je suis jeune chanteur qui machin. Monsieur Philippe Joseph, arrangeur, et puis Yannick Voyer, que je salue également, qui a réalisé, qui me dirigeait dans les chants. Et ma première expérience, pour répondre à ta question. Oui. Alors, on voit là, ce qu'on voit là, c'était déjà cette expérience-là. Et puis tout bah, oui. Alors justement, là, je vais te faire une réflexion qui m'a été faite lorsque j'étais déjà animateur, je parlais. C'est mon à la limite qui a trouvé l'album là trop sophistiqué. C'est-à-dire qu'il trouvait que pour les morceaux qu'on connaissait de manière authentique, qu'est-ce que ça te fait? Quoi dire c'est franc bagaille avec les techniques modernes, mais il te préféré son avant. Bah, on t'a toujours dit ça. Jusqu'à maintenant. Les gens aiment les choses authentiques. Tu sais pourquoi? Je te dis, tu chantes. Tu as ton technicien de cabine, tu as un réalisateur, tu as un arrangeur de l'autre côté. On ne chante pas toujours juste. Hein. Il y a des moments où ça flotte. Ça peut être en coma, ça peut être... tu vois? Donc... à un moment donné, ça peut t'agacer. Et Polo, est-ce que tu peux reprendre? Mais d'autres fois, on te laisse faire, mais le logiciel te corrige la petite note là. Moi, j'ai préféré nettement l'authenticité. On va me dire que je suis ringard, mais bon. Oui. Alors, on arrive dans la dernière ligne droite. On va terminer par le morceau, mais on va présenter quand même. Alors là, les gens sont peut-être étonnés. Catherine Telamon, que tout le monde a connue, qui a eu des succès avec Volte-Face, etc. Et tu me disais que Catherine Telamon, tu as joué également pas mal un rôle important dans sa formation, même en tant que chanteuse, quoi. J'aurais préféré que quelqu'un d'autre moi le dise. J'aime pas tellement parler de moi, comme tu le sais. Oui, c'est une artiste que j'ai suivie, on va dire, que j'ai... Ouais. Bref. Tu l'as aidé, je l'ai aidé énormément en studio, avec Ambroise Vondi, notamment, c'est ça? Oui, mais Ambroise Vondi, l'Africain, là, il est en... Voilà. Et grand preneur de son, grand technicien de son. Et François Pignol, je ne sais pas si j'ai salué François, mais en tout cas, je le salue bien bas. Donc, on a eu une très belle expérience avec Catherine. Il fallait effectivement la guider parce qu'elle était toute jeune. Hein. Elle devait avoir 16-17 ans à cette époque. Hein. Donc, il fallait la rassurer, la guider, et puis réaliser l'album. Et puis, ça a donné ce que ça a donné. Alors là, ce que je vais demander à Manuela, de nous balancer quelques images, enfin, un extrait de ce clip, de ce fameux clip. Et puis, nous allons nous quitter comme ça. On va revenir légèrement juste pour dire au revoir aux gens. Écoutez-le, c'est Polo Mongis dans ses œuvres. C'est parti.
dire, sans mi me qu'a dire, en péché abandonné, en péché j'aimais la Dieu, en péché j'ai oublié. Voilà, amis, les bons amis. Donc tu es très sensible à ça, l'amitié. L'amitié, pour moi, c'est fondamental. Nous bien. Oui. Moi bien pour nous pas ramener une pièce bouille. Exactement. On va dire chocolat, nous va ni casse. C'est comme toi et moi, on se connaît depuis, d'accord. Donc même si tu as de temps en temps des petites pointes, mais j'accepte parce que c'est amis moi. Non, l'amour c'est quelque chose, mais l'amitié pour moi c'est fondamental. Il faut que ça soit réciproque ceci, attendez. En tout cas, Polo Mongis, merci beaucoup pour ce quoi de neuf. Alors, qui sortait gagné à 10 soutenir en bagaille à 10 peuples martiniquais, à mon cabou, mais nous, dans une situation économique. Et puis, tu m'as dit également que tu prépares un produit qui va sortir en cours d'année. Oui. Il est prêt, il est fini, mais j'attends la bonne date. Une minute pour parler aux gens. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Bon, vas-y. Mon pays est beau, les gens sont beaux. De quoi avons-nous besoin sinon de fraternité, d'amour, d'amitié, de partage, et puis qu'on soit plus soudés, quoi. Oui, que les têtes, que les épaules. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est un homme qui aime son pays, c'est un homme qui aime sa musique. Il n'a pas la langue dans la poche, nous avons parlé longuement. Merci, monsieur Polo. Merci, Michel, c'est moi. Que sont-ils devenus? À très bientôt. Ciao,